Ok, on arrive sur la dernière partie du podcast. Mais avant, pour résumer la troisième partie, Michael aborde les sujets suivants. Les défis et les opportunités d'investir dans Bitcoin par rapport aux investissements traditionnels. Il discute des dangers de la surévaluation des grandes entreprises comme Apple et Amazon et de l'inefficacité de la diversification excessive. En contraste, il présente le Bitcoin comme une option d'investissement unique et pratique, moins risquée que l'immobilier et les actions, avec un potentiel énorme malgré sa volatilité. Il aborde également les critiques courantes du Bitcoin, la confusion parmi le grand public et les régulateurs, et l'importance de l'éducation pour accélérer son adoption. Il offre une réflexion approfondie sur la manière de penser hors de la boîte, pour maximiser les rendements d'investissement. Je te rappelle que j'ai créé une playlist dédiée à ce podcast, où tu pourras retrouver les 4 parties, je te mets le lien juste ici. Allez, c'est parti pour la dernière partie, bon visionnage. Donc, il y a beaucoup de risques. Peu importe dans quoi vous investissez. Si vous pensez que vous n'avez pas de risque, vous êtes simplement ignorant du risque que vous encourez actuellement. Je pense qu'une fois que quelqu'un comprend pleinement toute sa gamme de risques, votre conclusion est non, il n'est pas trop tard pour acheter du Bitcoin. Je pense que ça va être une bonne année pour Bitcoin. Nous avons commencé l'année avec l'approbation de l'ETF, et c'était une étape importante. Je pense que le succès des ETF est une autre étape importante. Je pense que le halving qui aura lieu en avril sera le troisième point positif. Je pense que ces 3 éléments vont contribuer à la dynamique. Et je pense que toutes les guerres marketing entre les entreprises de Wall Street vont être positives. Je pense que cet actif a été normalisé à travers la communauté des investisseurs traditionnels. Donc je pense que cela continue à générer une dynamique à partir de là. Il vaut également la peine, je pense, de faire un point. Je pense que nous traversons l'ère de la ruée vers l'or du Bitcoin. Et je pense que l'ère de la ruée vers l'or du Bitcoin a commencé en janvier 2024. Et je pense que cela va durer jusqu'à environ novembre 2034. Donc, c'est environ 10 ans, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'environ 93,5% du Bitcoin a été miné au début de cette période. Mais en novembre 2034, 99% de tous les bitcoins qui seront émis auront été émis. Et donc, cet halving est très symbolique. Les gens parlent du bitcoin, de l'émission des nouveaux bitcoins au cours des 100 prochaines années jusqu'en 2140. Mais la vérité est qu'au cours des 100 dernières années, vous n'obtiendrez que 1%. En fait, de ce 1%, 90% de cette quantité arriveront dans les 12 années qui suivront 2034. C'est un dixième de pourcentage. Mais en pratique, toutes les récompenses de blocs seront minimes à partir de 2034. Car ce 1% sur 100 ans pourrait aussi bien être zéro, parce que vous connaissez la volatilité quotidienne et le volume de transactions quotidien. Il va se trouver entre des facteurs d'ampleur de 1000, de 10 000 ou 100 000. Donc, ça a vraiment été le cas. Ces 10 prochaines années sont vos meilleures chances d'obtenir du Bitcoin. C'est la ruée vers l'or parce que c'est la période où il y a encore beaucoup de peur. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les gens ne sont toujours pas sûrs. Ils ne comprennent pas l'énergie numérique. Ils ne comprennent pas le capital numérique. Ils ne comprennent pas la propriété numérique. Il y a beaucoup de débats dans la communauté. Le Bitcoin est-il une monnaie ou est-ce une propriété? Vous savez qu'il y a un débat massif. Beaucoup de gens disent que c'est une monnaie, mais tant que ce n'est pas une monnaie légale, ou parce qu'elle n'évolue pas assez vite, ou je ne peux pas acheter de café, ce n'est pas une bonne monnaie. Donc, il y a beaucoup de confusion dans la communauté crypto. Il y a beaucoup de grands régulateurs qui pensent que c'est une monnaie. Donc, vous voyez des banquiers qui disent « Oh, c'est une monnaie ». Mais ce n'est pas une bonne monnaie parce que je ne peux pas acheter du café avec. Je ne peux pas acheter les choses en ligne avec ça. C'est trop volatile. Ils pensent que c'est une critique. Et donc, ils le critiquent. Et puis les gens pensent qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils entendent une personne célèbre qui dit que Bitcoin n'est pas une bonne monnaie, ou le gouvernement l'interdira, ou ce n'est pas aussi bien que le dollar, ou quelque chose comme ça. Et donc, ils ont peur. Et ils disent alors, je fais confiance à ce type, donc je ne vais pas acheter. C'est pourquoi beaucoup de gens le critiquent pour de mauvaises raisons. Beaucoup de gens ne le comprennent pas.
Et cela crée beaucoup de désinformation stupide et chaotique. Vous savez, la stupidité donne de mauvaises histoires dans les médias grand public. Cela crée des mauvais posts sur Twitter. Cela crée toutes sortes de confusions chez les analystes de Wall Street. Et donc, toute cette peur, toute cette incertitude et tous ces doutes sont juste de la confusion, une mauvaise compréhension. Cela provoque une croissance lente de la demande. La demande croît, mais imaginez à quelle vitesse elle croîtrait si tout le monde avait passé 100 heures. Les gens qui critiquent ça, il n'y a aucun moyen que Warren Buffett a passé 100 heures à étudier Bitcoin. Il n'y a aucune chance que tous ceux qui le critiquent ont passé 100 heures à l'étudier. Ils n'ont pas lu de Bitcoin Standard. Ils n'ont probablement pas écouté 20, 30, 40 heures de podcast. Donc, les gens qui critiquent sont mal informés. Et les investisseurs traditionnels, ils ont tout l'argent. N'est-ce pas? Il y a 900 trillions de dollars de richesse chez eux. Il n'y a qu'un seul trillion dans Bitcoin. Donc 99,9% de l'argent de la richesse n'est pas investi dans le Bitcoin. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est. Ils ont beaucoup d'argent et pourtant, nous avons une période de 10 ans pendant laquelle il y a une augmentation explosive de l'éducation. Le Bitcoin va augmenter et à mesure que le prix augmente, plus de gens vont être interrogés. Et ils vont rejeter l'idée du genre « Stop me demander, je déteste parler de ça comme ça. Je n'aime pas ça parce que ce n'est pas comme l'or. Il ne génère pas de cash flow. » Ils ne comprennent pas. Si tu ne comprends pas l'argent parfait, qu'est-ce qui ne va pas avec l'or? L'or a des admissions. L'or est inflationniste et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Si vous ne comprenez pas ça, alors vous ne comprenez pas pourquoi l'or numérique est meilleur que l'or. Donc, vous ne comprenez pas Bitcoin, vous ne comprenez pas l'argent. Alors, vous n'avez pas vraiment réfléchi profondément à la théorie de la propriété ou à la théorie du capital. Donc, vous ne comprenez certainement pas le capital numérique. Ce qui signifie que vous ne comprenez pas l'énergie numérique. Ce qui signifie que lorsque quelqu'un vous demande si vous allez l'acheter, votre réponse est bien sûr que je ne vais pas l'acheter car je ne le comprends pas. Mais lorsque je dis aux gens, si tout le monde lisait tous ces livres, écoutait tous ces podcasts, s'ils écoutaient tous mes podcasts, s'ils y pensaient pendant quelques centaines d'heures, demain, ils se réveilleraient, ils achèteraient tous du Bitcoin. Et le Bitcoin serait à 5 millions. Et ensuite, nous ferions ce podcast. Et vous diriez, Mike, tous les commentaires de tous mes followers demandent, est-ce que c'est trop tard? Et je dirais, il est trop tard pour que tu deviennes extrêmement riche. Tu n'obtiendras pas un fois 100. Si tu achètes du Bitcoin à 50 000 alors que c'est à 5 millions, tu vas te vanter auprès de tes enfants que tu as un rendement de fois 100 par an. Donc, il va être trop tard pour ça. Mais il n'est pas trop tard pour l'acheter, parce que c'est toujours mieux d'acheter cet actif numérique thermodynamiquement sain qui ne possède pas tous les passifs des actions, de l'immobilier ou des obligations. Sa valeur va quand même augmenter plus rapidement que l'indice S&P. Ça sera toujours un meilleur rendement après impôt que la possession de dettes souveraines. Ce sera toujours mieux que la possession de biens physiques soumis au cas de force majeure et toutes les autres limitations physiques. Donc, ce sera toujours le meilleur investissement. Ce ne sera juste plus l'investissement qui vous a procuré le x100 de rendement dont vous alliez vous vanter. Et donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que les gens comprennent ça. S'ils le comprennent, tu as 10 années pendant lesquelles tu pourras travailler et tu pourras acheter du Bitcoin pendant que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi et ne le comprend pas parce qu'ils sont intellectuellement paresseux ou ils sont d'une génération différente. C'est comme si je disais qu'on est en 1905 et que dans 15 ans, tout le monde va avoir une voiture. Et maintenant, vous savez. Eh bien, vous avez 15 ans pour devenir riche dans le secteur de l'automobile. Vous allez créer un concessionnaire à New York. Allez-vous créer une entreprise? Allez-vous être un vendeur? Vous faites un calcul de 15 ans. C'est mieux que ça, mais c'est 10 à 15 ans d'avance.
J'avais cette analogie que tu pourrais travailler dans un McDonald's pour 10 dollars de l'heure. Mais si tu transfères ces 10 dollars de l'heure dans un actif qui augmente d'un facteur de 100, tu sais que tu es payé 1000 dollars de l'heure. Ok, alors combien de temps veux-tu travailler à 1000 dollars de l'heure? Tu veux travailler à 1000 dollars de l'heure aussi longtemps que tu peux. Parce qu'une fois que les gens vont comprendre, tu vas revenir à ton travail de 10 dollars l'heure. Donc nous sommes dans une période de rush sur l'or. Quand on y pense, ils vont se rendre compte que c'est la période pendant laquelle tout le monde a commencé à réaliser que Bitcoin est un capital numérique. Et il y a une transformation de l'argent. Et vous voulez en profiter. Vous voulez exploiter cela. Et il y a 1000 façons de le faire. Peut-être il suffit de travailler très dur à son travail et d'acheter du Bitcoin. Peut-être que c'est créer une entreprise, peut-être que c'est faire quelque chose de différent. C'est vous qui décidez. Mais je ne regrette aucun des investissements que j'ai faits. Je veux dire, nous avons acheté du Bitcoin en dessous de 10 000, nous avons acheté du Bitcoin probablement au-dessus de 60 000. Je veux dire qu'à la fin de la journée, on ne sait jamais quand le monde se réveillera. Et puis, il passe par le plus haut historique, et puis on regrette de ne pas avoir acheté plus. J'encouragerais tous ceux qui pensent « Je pense que je suis arrivé trop tard ». Je dirais que peut-être tu n'as pas assez étudié cela. Ne me donne pas ton argent si tu n'es pas confiant. Donne-moi ton temps. Et si tu ne peux pas investir ton temps, peut-être que tu ne te soucies pas de l'argent. Ça ne doit pas trop compter pour toi. Si ça comptait pour toi, alors tu dépenserais assez de temps à comprendre si j'ai raison ou pas. Et il y a plein d'informations disponibles pour que vous puissiez en tirer vos propres conclusions. Je dirais que dans chaque génération, vous devez considérer les transformations technologiques qui refont le monde. Que ce soit le moteur à combustion ou une puce informatique, ou Internet, ou l'avion, ou le piano, ou la guitare électrique. C'est quoi la transformation de la technologie? Je pense plutôt qu'en ce moment, ça ressemble aux transformations technologiques pour les 20 à 30 prochaines années qui sont les intelligences digitales, qui sont l'intelligence artificielle et ensuite l'argent numérique, ou l'énergie numérique qui est Bitcoin. Et l'idée est que vous pouvez intégrer l'intelligence numérique dans une voiture, un avion, un drone, un robot, un site web, un produit, un service, une IA. C'est une grande idée. Et il va certainement y avoir d'énormes fortunes créées. Et si vous comprenez comment intégrer l'intelligence numérique, il y aura une demande pour cela. Et en ce qui concerne l'énergie numérique, l'idée que vous pouvez intégrer l'énergie numérique dans un produit, un service, un site web, une entreprise, un pays, une institution, c'est une grande idée. Donc, vous devriez réfléchir à la façon dont vous pourriez en tirer profit. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses dans le domaine de la médecine ou de la physique ou autre. Je ne suis pas un expert en la matière. Ce sont deux transformations technologiques évidentes. Je dirais de choisir la chose que vous aimez, la chose qui vous intéresse le plus, et ensuite, je dirais de te focus. Parce que l'erreur que les gens font le plus souvent est... En fait, il y a deux erreurs. L'une est qu'ils choisissent la dernière génération technologique. Les choses qui ont rendu ton père ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père célèbre, prospère, riche et puissant, ça ne va probablement pas fonctionner pour vous. Vous n'allez pas combattre la prochaine guerre avec les mêmes armes avec lesquelles vous avez combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils n'ont pas combattu avec les mêmes armes qu'avec lesquelles ils ont combattu pendant la guerre civile. Vous ne deviendrez pas riche de la même manière que John Rockefeller est devenu riche. Donc, n'essayez pas de faire ce qui a été fait. Peu importe à quel point vous travaillez. Aucune quantité de travail ne vous permettra de surmonter une technologie désavantagée. Personne ne se souciera de votre acharnement au travail si vous travaillez avec un marteau en essayant de vous frayer un chemin à travers une montagne. Donc c'est la première chose que vous ne voulez pas faire. Mais la deuxième chose est, souvent, les gens trouvent cette technologie et ils ont un certain succès. Et ils se lancent sur cette plateforme et puis ils déclarent la victoire et ils pensent qu'ils prennent ça pour un acquis. Et puis ils vont chercher leur prochain succès.
Donc, c'est ainsi qu'ils veulent conquérir la deuxième chose, puis la troisième chose, puis la quatrième chose, puis la cinquième chose. Et que se passe-t-il? Peut-être quelque chose d'aussi simple que tu as du succès sur YouTube et donc tu décides que tu vas faire du TikTok. Mais TikTok est différent de YouTube. Et donc, tu te retrouves essentiellement à créer des choses médiocres sur TikTok. Et ensuite, ton contenu YouTube devient médiocre aussi. Et puis, quelqu'un d'autre vous propose une troisième chose, et vous décidez que c'est ce que vous allez faire. Et très vite, vous faites trois choses, et tout est médiocre. Et progressivement, vos clients, vos fans diminuent, vos supporters diminuent, parce que vous avez dilué votre attention. Voici la phrase avec laquelle je veux vous laisser. Personne n'échoue parce qu'ils poursuivent de mauvaises idées au détriment de leurs bonnes idées. Ils échouent parce qu'ils poursuivent de bonnes idées au détriment de leurs super bonnes idées. Alors, trouvez la seule chose dans laquelle vous pouvez être excellent. Et ne faites pas l'erreur de gâcher votre concentration et votre efficacité parce que vous êtes bon. Ne soyez pas Michael Jordan, le grand basketteur, et ensuite aller jouer au baseball. Tu sais, tu pourrais devenir un joueur professionnel de baseball. Une personne sur 1 million pourrait devenir un joueur de baseball professionnel. Mais tu vois, échanger celui sur 1 milliard contre celui sur 1 million, c'est une erreur. Et il l'a compris. J'espère que tu l'auras compris. La tragédie, c'est que tu as quelque chose qui va fonctionner et puis tu te fais distraire. Et beaucoup de gens regardent l'ordinateur d'Apple. C'est comme Steve Jobs. Au moment où tout le monde vous a abandonné, la différence, c'est qu'il n'abandonne pas. Il n'abandonne jamais, jamais, jamais. Il continue à se concentrer comme la lumière d'un laser. Et c'est facile à dire, mais combien de personnes peuvent garder les yeux focus sur Twitter pendant 4 ans? C'est la blague. Si vous avez compté le nombre de personnes qui ont mis des yeux laser et puis qui les ont enlevés après 3 mois, ou 3 semaines, ou 3 jours, ou 3 ans, et bien sûr, l'ironie est qu'on ne peut pas obtenir un diplôme universitaire en moins de 4 ans. On ne peut pas devenir un médecin sans avoir travaillé au moins 10 ans. Mais les gens s'attendent simplement à ce que ça fonctionne en 10 semaines ou 10 mois. Et vous savez, mon conseil pour tout le monde est trouver quelque chose qui vous donne un avantage technologique ou un levier, la capacité de créer quelque chose qui impacte le plus gros montant de capital ou le plus grand nombre de personnes. Tu veux avoir le maximum d'impact, peu importe ce que c'est, l'effet de levier maximal. Et une fois que vous avez compris cela, affinez sans relâche vos brouillons pendant 10 000 heures. Et à propos de ça, il faut 10 000 heures pour devenir le grand guitariste, le grand pianiste, ou le grand podcasteur, ou le grand quoi que ce soit. Après avoir fait ça, alors fonce. Et puis après avoir été reconnu comme un prodige, ne passe pas à autre chose. Concentre-toi sur la chose. Continuez à faire cette chose. Ne prenez pas votre succès pour un acquis. Parce que je pense que nous voyons tout le temps des gens qui prennent leur succès pour acquis. Et puis, ils partent à la conquête du prochain objectif, pensant que d'une certaine manière, ça sera tout aussi simple. Et ce qui se passe, c'est que cette deuxième chose dilue la première. Et par la troisième chose, ils ont tout dilué. Et par la quatrième chose, ils laissent tout tomber et tout s'écroule. Et il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui va investir ces 10 000 heures et qui ne va pas se laisser distraire. Et il va finir par te bouffer. Parce que c'est un monde très darwinien et il est très compétitif. Et si vous n'êtes pas incroyablement bon dans quelque chose, ça ne signifie pas forcément que quelqu'un aura besoin de vous pour quoi que ce soit. Ok, là, faut qu'on débriefe. Michael nous met en lumière énormément de choses intéressantes, en prenant des exemples et des faits concrets de notre histoire. Il expose une réalité encore trop peu connue du grand public, concernant le capital énergétique qu'est Bitcoin. Si tu as regardé l'entièreté des 4 parties de ce podcast, tu as dû t'apercevoir qu'à aucun moment, il parle des 0,1 Bitcoin qu'on retrouve dans le titre.
Je pense que Saylor a utilisé cette question pour souligner à quel point le Bitcoin aura un impact important sur nos vies. Au point que même quelque chose d'aussi petit que 0,1 BTC pourrait changer ta vie à jamais, comme s'il s'attendait à ce que ça atteigne des millions, voire plus. En fait, avoir 0,1 d'un million de dollars, c'est 100K. C'est assez d'argent pour changer la vie de beaucoup de monde. Donc peu importe le prix d'un BTC, ça sera suffisant pour changer ta vie, même quand 99% du Bitcoin aura été miné en 2034. Pourquoi en 2034 ? Car c'est l'année estimée pour laquelle 99% des Bitcoins seront minés. Et juste pour obtenir ce dernier pourcent, ça prendra jusqu'en 2140. J'espère vraiment que cette traduction elle t'a plu. N'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire, c'est super important d'avoir ton retour, car c'est aussi ça qui va m'aider à définir les sujets des prochaines vidéos. Je te remercie, c'était Swiss Crypto Quest, à la prochaine.